Cet otage qu'on voit sur la vidéo, c'est James Foley, un journaliste indépendant américain, et dans les images qui suivent, on le voit se faire décapiter. À la place de James Foley, ça aurait pu être un Français, Nicolas Hénin, Didier François, Édouard Elias ou Pierre Torres. Ils se connaissent, ils étaient voisins de cellule, dans l'endroit qu'on surnomme l'usine à otages ou le Guantanamo syrien, bref, l'une des pires prisons de Daesh. Torture psychologique et physique, simulacre d'exécution, passage à tabac quasi quotidien, pendant 10 mois, ils ont été les otages de l'État islamique. Et 11 ans après, depuis ce lundi 17 février 2025, le procès de cette affaire s'est ouvert à la cour d'assises spéciale de Paris. Les 4 Français sont venus témoigner contre leur présumé gardien de prison. Il s'appelle Mehdi Nemmouche et pendant de longs mois, il leur aurait fait vivre un enfer. Je vous raconte leur histoire. On est au printemps 2013, le groupe terroriste Al-Qaïda, mené par Abu Bakr al-Baghdadi, profite de l'instabilité politique en Irak et du chaos de la guerre en Syrie pour monter en puissance. Le groupe se développe et forme l'État islamique en Irak et au Levant, le futur Daesh. Ils commettent des attentats mais aussi des enlèvements d'occidentaux pour demander des rançons et financer leur combat. Le 6 juin 2013, 2 reporters français se rendent en Syrie pour enquêter sur des crimes de guerre. Didier François, grand reporter pour Europe 1, et Édouard Elias, un jeune photojournaliste. Ils viennent de passer la frontière en voiture et roulent vers Alep. Mais seulement 20 minutes après être entrés sur le sol syrien, leur véhicule est arrêté. 5 hommes armés leur bloquent la route. Ils les font descendre de la voiture, leur enlèvent leurs lunettes, leurs ceintures, leurs chaussures. Ils sont ensuite menottés, cagoulés et forcés à monter dans une camionnette. 16 jours plus tard, à 170 km de là, Nicolas Hénin, journaliste pour Le Point et Arte, et Pierre Torres, photographe, sont à Raqqa pour documenter la guerre syrienne eux aussi. Ils se font kidnapper en pleine rue, le même jour, à 3 heures d'intervalle. Ces 4 journalistes sont emmenés à un même point, l'hôpital ophtalmologique d'Alep, transformé en prison de l'État islamique. À peine arrivés, ils sont passés à tabac. S'ensuit 4 jours où ils sont privés d'eau et de nourriture. Mais le dernier jour, une idée germe dans la tête d'un des Français, une tentative d'évasion. En pleine nuit, Nicolas Hénin arrive à rompre les barreaux d'une fenêtre de leur cellule. Il saute et se retrouve à l'extérieur de l'hôpital. Autour de lui, le désert. Il marche toute une nuit vers les premières habitations qu'il voit et arrive chez des paysans. Il croit être à l'abri, mais il se trompe. Les paysans le ramènent aux terroristes. Il est de retour à l'hôpital. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, cet hôpital, c'est sûrement l'un des pires endroits de Syrie. C'est une maison de la mort et de la torture où l'État islamique amène des opposants et des otages occidentaux. Et des otages, il y en a environ 25, c'est des journalistes ou des humanitaires. Ils sont danois, italiens, espagnols ou anglo-saxons, comme James Foley, qui est surnommé le punching ball en raison de la fréquence des passages à tabac qu'il subit. Ils sont tous entassés dans la même petite cellule, et elle est si étroite qu'ils ne peuvent même pas tous s'allonger en même temps pour dormir. En dessous de la porte, du sang s'écoule, c'est celui des Syriens et des Irakiens qui se font égorger, parfois pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Dans ce couloir, les cris sont permanents. Des hommes sont suspendus par un crochet au plafond, ils sont torturés, parfois pendant plusieurs heures, avant d'être tués. Les exécutions sont organisées, systématisées et fréquentes. Mais dans ce climat de terreur, les otages eux-mêmes n'échappent pas aux tortures. Ils sont battus presque quotidiennement. Didier François explique qu'on l'a menotté à un radiateur et qu'on lui a attaché un bandeau aspergé de lacrymogène sur les yeux. On lui a aussi écrasé le bout des doigts pour lui arracher les ongles avec une pince. Nicolas Hénin, lui, raconte aussi les simulacres d'exécution et le jour où on l'a fait s'agenouiller face à un mur en le menaçant de le décapiter. Certains d'entre eux sont même brûlés à coups de câbles enduits de chloroforme par les gardiens de la prison. Et leurs gardiens, ce sont des djihadistes locaux, mais aussi des occidentaux, qui sont d'ailleurs souvent les plus virulents. Et l'un des plus violents d'entre eux, qui leur fait vivre un enfer pendant des mois, c'est Mehdi Nemmouche, alias Abou Omar. Mehdi Nemmouche, il est français, il est né à Roubaix en 1985, et il est placé en foyer dès son plus jeune âge. À 14 ans, il commet plusieurs cambriolages, des vols, des recels, et durant les 10 ans qui suivent, il se fera condamner 6 fois, et en cumulé, il passera 5 ans en prison. Durant ces 2 dernières années d'incarcération au centre pénitentiaire de Toulon, il bascule dans l'islam radical. Il ressort de prison fin 2012 en étant fiché S et part directement pour la Turquie. De là, il passe la frontière vers la Syrie et rejoint l'État islamique. Il devient Abou Omar, geôlier de prison pour Daesh, et quelques mois après, il rencontre les journalistes français. Sadique, ludique et narcissique, ce sont les mots utilisés par Nicolas Hénin pour le décrire. Le profil de Mehdi Nemmouche est assez étonnant parce qu'il est cultivé
est assez loin de l'image qu'on peut se faire d'un terroriste. À longueur de journée, les détenus subissent ces blagues et carambars de mauvais goût, ces imitations de Coluche, ils s'amusent à tester leur culture avec des quiz de questions pour un champion ou sur des affaires criminelles qu'il connaît par cœur puisqu'il est fan de Faites entrer l'accusé. Mais il déverse aussi toute sa haine, il leur raconte qu'en raid dans les villages chiites, il prend du plaisir à violer les femmes et à décapiter leurs bébés. Il leur raconte aussi qu'il rêve de tuer une petite israélite de 4 ans, tout en repartant gaiement en chantonnant l'air de 12 France de Charles Trenet. De leur côté, les 4 Français souffrent de maladies, de fièvre et du froid. Ils restent plusieurs mois enfermés dans cette petite pièce. Mais les bombardements et les offensives s'intensifient sur Alep, l'hôpital n'est plus sûr, et un soir à 20 h, les otages sont sortis de leurs cellules, du bâtiment et jetés à l'arrière d'une camionnette. Ils rejoignent un autre centre de détention, cette fois plus sûr, au nord de la ville. Ils sont parqués dans une ancienne menuiserie qu'on appelle le donjon. Nemouche, il est toujours avec eux, il reste à leur contact pendant 6 mois en tout, puis il repart en Europe pour organiser des attentats. Il est alors remplacé par d'autres tortionnaires, au moins aussi violents que lui. Ils sont surnommés les Beatles. El Shafi El Cher, dit George en référence au guitariste du groupe anglais, c'est lui le chef des 4, il est particulièrement fan des crucifixions. Mohamed Emouaz ou Jihadi John, vous l'avez déjà vu, c'est lui qui décapite le journaliste dans la vidéo de propagande de Daesh. Puis il y a Alexander Amon Coty, dit Ringo, et Ain Leslie Davis, appelé Paul. Ces 4 Beatles n'offriront aucun répit aux Français et aux autres détenus, qui sont frappés régulièrement, et d'ailleurs encore plus fort qu'avant. Dans les mois qui suivent, les Beatles les emmènent dans 4 autres lieux de détention où ils leur font subir différents actes de torture. Et au bout de 10 mois d'horreur, en avril 2014, l'un des geôliers se présente à leur porte avec une annonce. L'État islamique a négocié leur libération contre une importante rançon payée par Paris. Ils sont libres. Le 18 avril 2014, Édouard Elias, Didier François, Nicolas Hénin et Pierre Torres sont exfiltrés de Syrie vers la Turquie et quelques heures plus tard, ils atterrissent à Villacoublay dans les Yvelines. Leur calvaire est terminé. Un mois plus tard, leur ancien geôlier, Mehdi Nemmouche, devient le premier djihadiste de l'État islamique à commettre des attentats sur le sol européen. Le 24 mai 2014, au musée juif de Belgique à Bruxelles, il sort une Kalachnikov et ouvre le feu sur 4 personnes. Un couple de touristes israéliens et 2 employés de musée. Ces 4 personnes sont mortes peu après. 6 jours plus tard, Mehdi Nemmouche est arrêté par la douane à la gare routière de Marseille-Saint-Charles. Son portrait est diffusé dans tous les médias. Là, Nicolas Hénin, l'un des ex-otages, il voit son visage à la télé et il a un déclic, il le reconnaît. Il appelle donc la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et il leur dit que la personne qui vient d'être arrêtée, c'est le djihadiste connu sous le nom de Abou Omar, qui était l'un de ses geôliers. Les 3 autres journalistes ex-otages vont ensuite confirmer ce qu'a avancé Nicolas Hénin. Et 5 ans plus tard, le 12 mars 2019, Mehdi Nemmouche est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Bruxelles. Et ce lundi 17 février, un autre procès vient de s'ouvrir à Paris. Nemmouche est jugé pour séquestration, acte de torture et de barbarie en relation avec une entreprise terroriste. Il n'est pas seul, 4 autres personnes comparaissent avec lui pour des faits similaires. Pour l'instant, Mehdi Nemmouche affirme n'avoir jamais été geôlier de ses otages ni d'aucun otage occidental. Il assure qu'il a seulement été un soldat sur la ligne de front contre le régime de Bachar al-Assad. 10 ans plus tard, les prisonniers et leurs tortionnaires se font face pour un procès qui durera 5 semaines, 10 ans durant lesquels Daesh a semé la mort dans une grande partie de l'Europe, dont la France, où 273 personnes ont perdu la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Réel Média si elle vous a intéressé, et moi je vous dis à une prochaine fois.